Et le sujet du jour vous est donc présenté par Olivier Maillet, qui est directeur de l'agence suisse romande et directeur général adjoint chez Minergie, à qui je passe la parole sans plus attendre. Merci beaucoup Marion. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aussi de ma part à cette petite session d'information sur un sujet que j'ai découvert en fait pendant la Swissbau cette année, qui a été reporté au mois de mai, qui a été en fait mis sur pied dans un format un peu réduit, mais qui a permis quand même de diffuser quelques informations qui étaient intéressantes dans plusieurs conférences, et notamment celle-ci, où il était justement question d'études qui avaient été réalisées en lien avec des installations de ventilation sur des bâtiments résidentiels. Ils ont vraiment mesuré plusieurs types d'installations de ventilation, et dans un nombre aussi qui statistiquement est représentatif pour qu'on puisse parler de résultats qui s'appliquent, disons, au plus grand nombre en tout cas. Et je trouvais ces résultats assez intéressants pour m'engager d'une certaine manière à diffuser cette information en Suisse romande aussi, pour que ça puisse être pris en compte dans les prochains projets de construction où vous prévoyez aussi des systèmes de ventilation. Je commence déjà en vous présentant mes sources. En l'occurrence, la première conférence de laquelle je me suis inspiré, c'est celle que vous avez devant les yeux maintenant, du professeur Heinrich Huber, qui, pour ceux qui le connaissent, est vraiment une référence en matière d'installation de ventilation. Il travaille à la HES de Lucerne, dans un laboratoire notamment qui est spécialisé dans le test en fait d'appareils de ventilation. Il est notamment un des porteurs d'une étiquette énergétique qui classifie la performance énergétique des appareils de ventilation, qui classifie aussi leur performance en matière d'hygiène. Et puis c'est vraiment une référence aussi qui a participé au renouvellement des normes en lien avec les installations de ventilation. Et vous le verrez plus tard, il a été mandaté justement pour réaliser une étude sur des installations qui étaient effectivement en exploitation, pour constater comment celles-ci fonctionnaient dans la réalité. L'autre présentation de laquelle je me suis inspiré, c'est cette présentation de mon homonyme en Suisse italienne, au Tessin, Milton Generelli, qui en l'occurrence a présenté en fait toutes les nouveautés prévues dans la norme SIA 382/5 et une actualité en lien avec nos activités d'assurance qualité. Pour ceux qui ont déjà suivi l'autre Minergie Savoir-Faire Actuel qu'on avait fait sur le sujet spécifiquement de la 382/5, il n'y a pas de répétition qui est prévue à ce niveau-là. On peut volontiers vous mettre à disposition aussi le sujet qu'on avait traité à ce moment-là, si vous souhaitez plus d'informations. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les résultats de ces tests pratiques qui ont été réalisés sur 3 typologies de systèmes de ventilation. Et en l'occurrence, je vais commencer par ça. Je vais commencer par vous présenter les systèmes de ventilation qui ont été examinés dans ces 3 études, dans ces 2 études, pardon. Ensuite, vous présenter comment l'étude a été menée, pour qu'on puisse aussi poser les bases de la méthodologie. Et puis terminer par les conséquences, à mon sens en tout cas, que ces résultats ont pour la planification et l'exploitation d'installations de ventilation dans le futur. D'abord, les systèmes de ventilation examinés. Le premier, c'est le classique, on va dire, dans le bâtiment Minergie, le système d'aération douce, avec des bouches d'entrée d'air neuf pour aspirer l'air frais à l'extérieur, le traitement de l'air notamment à travers le passage via un récupérateur de chaleur, pour récupérer la chaleur de l'air repris avant d'être rejeté à l'extérieur plus froid, et justement l'air pulsé ou fourni dans l'appartement qui sera réchauffé par ce dernier. Les avantages établis pour ce genre de système, c'est une récupération efficace de la chaleur, des possibilités de niveau de filtration relativement élevées, notamment pour tout ce qui est charge polénique et particules fines. Ça présente pas mal d'avantages à ce niveau-là. On peut aussi traiter très bien les questions des nuisances sonores avec des amortisseurs phoniques qu'on peut adapter pour que la nuisance soit vraiment réduite à un minimum.
Il y a aussi la possibilité de récupérer l'humidité en fonction du récupérateur de chaleur qu'on utilise. Un fonctionnement fiable, même à basse température et par vent fort, c'est quelque chose qui n'est pas trop influencé par ces éléments extérieurs. Et la maintenance aussi, c'est un élément important et centralisé. Il n'y a pas besoin d'avoir un concierge ou d'activer les locataires ou les propriétaires d'une PPE pour entretenir eux-mêmes leur installation de ventilation. Les inconvénients, c'est que ça doit être pris en compte de manière assez précoce quand on planifie un bâtiment, parce qu'on le sait, le gros défaut de ce système de ventilation, c'est toute la distribution d'air qu'il faut assurer, et pour pouvoir la réaliser, il faut la prendre en compte à un stade précoce, parce que ça prend quand même une certaine place, notamment pour tout ce qui est incorporé. Ça nécessite des connaissances et de l'expérience, c'est le système effectivement pour lequel le recul est le moins grand pour l'instant malgré tout, mais il y a toute une série de normes, de documents d'aide qui accompagnent les professionnels pour la planification de ce genre d'installation, et en regard des avantages qu'elle amène, c'est vraiment intéressant de s'intéresser à la bonne planification de ce type d'installation. Et puis, c'est relativement complexe pour les bâtiments existants. Vous le savez peut-être, on a notamment simplifié les exigences en matière de renouvellement d'air pour les bâtiments existants. Il y a ce système qui permet maintenant de pulser de l'air uniquement dans la partie centrale et commune d'un appartement. On admet que l'air des chambres est renouvelé par le fait qu'on ouvre les portes la journée et pendant la nuit, pendant que la porte est fermée, la nécessité pour l'occupant d'ouvrir les fenêtres, sachant que cette possibilité-là est exclusivement réservée aux bâtiments existants. C'est pour essayer de démocratiser un peu plus une rénovation à haute performance énergétique pour ces bâtiments là, des retours qu'on avait comme quoi le système de distribution d'air, la nécessité d'avoir un renouvellement d'air automatique était un des principaux freins. Donc ça, c'était pour l'aération douce, pardon. Le prochain point, le prochain système de ventilation qui a été analysé, c'est les installations d'air repris avec bouche d'entrée d'air neuf. Qui sont conçus et planifiés selon la SIA 382/5, avec ce système de bouche d'entrée d'air neuf à l'entrée du bâtiment, ici en haut, avec des exigences en termes de filtration et en termes de nuisances sonores qui sont dès à présent décrites dans une nouvelle annexe D de notre règlement des labels. On en a parlé aussi au début de cette année quand on a introduit ces changements dans une séance aussi qu'on avait fait online sous l'intitulé de News et qu'on retrouve aussi sur notre site internet si vous avez besoin de plus de détails à ce sujet. Et l'idée, c'est qu'avec un ventilateur, on génère une dépression à l'intérieur du bâtiment et que cette dépression permet une entrée d'air frais dans les chambres où on le souhaite et ainsi d'assurer un renouvellement d'air suffisant. L'idée, c'est qu'en général, on dimensionne ces bouches d'entrée d'air neuf pour avoir un débit d'air par chambre de 30 mètres cubes par heure. On prend en compte aussi le fait qu'il y a des infiltrations qui arrivent par d'autres endroits du bâtiment et qui sont incontrôlées et qui ne permettent pas forcément de renouveler l'air de la chambre en question. Et du coup, une installation d'extraction qui extrait 30% de plus que le débit qu'on a initialement besoin dans la chambre qu'on essaye de ventiler. Ça, c'est un résumé pour les systèmes d'air repris avec bouche d'entrée d'air neuf. Et je passe maintenant au dernier système qui a été examiné, l'aération par pièce avec récupération de chaleur, où là, finalement, on a un petit monobloc avec un récupérateur de chaleur qui est monté dans chacune des pièces avec des débits d'air relativement petits par rapport à un monobloc qui serait centralisé. Avec ici l'enjeu principal d'assurer un niveau de bruit dans la pièce qui soit de maximum 25 décibels. Et ces systèmes-là sont souvent combinés aussi avec des systèmes d'évacuation d'air dans les salles de bain, douches ou WC. Et ça permet d'assurer aussi que l'humidité qui s'accumule dans ces endroits soit évacuée, avec le défaut qu'évidemment, la récupération de chaleur n'intervient pas.
Donc ça, c'est les 3 systèmes qui ont été analysés, en l'occurrence dans ces 2 études qui ont été en fait mandatées par les services cantonaux de l'énergie de la région de Suisse occidentale. Et puis les questions qui se sont posées en fait dans ces 2 mandats sont de savoir comment fonctionnent les 3 systèmes de ventilation que je vous ai brièvement présentés dans la pratique, de savoir dans quelle mesure les exigences normatives sont respectées dans la réalité, et puis de savoir si les caractéristiques de performance énergétique correspondent bien à celles qu'on retrouve dans les certificats, respectivement les justificatifs énergétiques qu'on utilise. Puis vous voyez ici juste une capture d'écran des études en question. Si vous vouliez avoir plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on peut vous envoyer ces études, respectivement les liens pour les retrouver. La délimitation de ces 2 études, c'est que ce sont des installations de ventilation exclusivement destinées aux bâtiments résidentiels et que ce sont des installations de ventilation qui fonctionnaient de manière continue, qui renouvelaient l'air de manière permanente. L'échantillon maintenant des objets examinés pour vous dire un petit peu à quel point l'étude est finalement représentative. Au niveau des installations d'air repris avec bouche d'entrée d'air neuf, il y a 13 logements dans 5 lotissements qui ont été analysés. En tout, 59 bouches d'entrée d'air et 31 bouches d'air repris. Au niveau des appareils de ventilation par pièce, c'est 9 logements dans 5 lotissements qui ont été analysés, 16 appareils qui ont été examinés en tout et en plus encore 19 points de reprise d'air qui ont été aussi examinés. Et au niveau des systèmes d'aération douce, c'est 11 appartements dans 7 lotissements, en tout 100 bouches d'air pulsées et d'air repris dans 87 pièces différentes qui ont fait l'objet d'une analyse. Au niveau de la manière dont les débits ont été mesurés, vous le savez, un des enjeux principaux, notamment des systèmes de renouvellement d'air par pièce et des bouches d'entrée d'air neuf, c'est leur entretien. Et en l'occurrence, le débit d'air a toujours été mesuré en 2 temps. D'abord sur l'installation telle qu'elle a été retrouvée à l'état initial. Ça veut dire que les mesures ont été effectuées quand les professionnels sont arrivés dans l'appartement. Ils ont directement mesuré les débits d'air pulsés et puis les débits d'air extraits pour voir comment elles fonctionnaient dans la réalité. Ensuite, les installations ont été nettoyées au niveau des filtres en particulier et l'installation a été mesurée après dans son état propre pour constater comment l'installation fonctionnerait idéalement si elle était entretenue comme il faut. Donc ça, c'était le bref point sur la méthodologie et on passe directement, sans perdre plus de temps, aux résultats de cette étude. D'abord, la comparaison entre les débits d'air fournis, mesurés, par rapport aux valeurs minimales qui sont définies dans la SIA 2023. On retrouve sur ce graphique ici une échelle sur l'axe des Y qui est graduée en pourcentage avec un 100% qui correspondrait au débit d'air qu'il faut assurer pour respecter les valeurs de la 2023. Une tolérance vers le bas qui a été calculée à chaque fois avec ordre de grandeur 10% de moins que la valeur normative, en admettant que 10% de moins, c'est encore quelque chose de normal pour le bon fonctionnement de cette installation, pour le bon fonctionnement de ces installations et que c'est un renouvellement d'air suffisant. Et puis ce graphique présente les résultats pour les installations de ventilation d'aération douce dans les logements examinés. Et en l'occurrence, là, on constate qu'il y a environ 18% des logements qui ne satisfont pas le débit d'air minimal requis et qu'il y a un décalage aussi, et c'est à chaque fois dans cette perspective-là qu'on va analyser les graphiques, d'une réduction d'environ 7% entre l'état initial qui a été trouvé quand ils sont arrivés dans l'appartement et l'état après nettoyage. Je passe au graphique suivant qui présente les mêmes résultats pour les installations de ventilation d'extraction d'air avec bouche d'entrée d'air neuf. On le voit déjà visuellement, les résultats sont beaucoup moins bons, même dans la situation où les filtres ont été complètement nettoyés. C'est encore 46% des logements qui ne satisfaisaient pas
au renouvellement d'air minimal prévu dans la pièce. Et le décalage qu'il y a entre la situation initiale qu'ils ont trouvée sur place et l'état nettoyé, c'était de 25% sur les installations d'extraction d'air. Donc là, vraiment une grosse différence dans la qualité. Et on le verra dans les conclusions après aussi. Un élément supplémentaire, c'est que souvent les installations d'aération douce ont tendance à être surdimensionnées, contrairement aux installations d'extraction d'air qui ont plutôt tendance à être sous-dimensionnées, ce qui implique encore des écarts plus grands dans la pratique. Je passe au graphique suivant, cette fois avec une comparaison des débits d'air fournis dans les chambres par rapport aux valeurs minimales. Donc cette fois, on ne regarde pas l'installation dans son ensemble, mais vraiment les différents points d'amener d'air frais avec nos trois systèmes. D'abord l'aération douce, ensuite les systèmes d'extraction d'air avec bouche d'entrée d'air neuf et en dernier, les systèmes avec renouvellement d'air, le petit monobloc pièce par pièce. Hop là. Ici, on voit d'abord pour les systèmes d'aération douce qu'il y a environ 30% des installations, 30% des bouches d'entrée d'air frais qui ne respectent pas les fameux 30 mètres cubes par heure qu'il faudrait amener par pièce. Et on constate un décalage dû à l'encrassement d'environ 6% entre ce qu'on a trouvé sur place et l'état nettoyé. On le voit tout de suite aussi visuellement, pour les installations d'extraction d'air, le chiffre est beaucoup plus grand, c'est 68% des installations qui n'amenaient pas la quantité d'air minimale requise dans les différentes bouches d'entrée d'air neuf. Et le décalage, en l'occurrence là, était environ aussi de 7 à 8%. Et les pièces pour lesquelles le débit d'air minimal était respecté, c'était en l'occurrence des pièces où il y avait toujours 2 bouches d'entrée d'air neuf qui étaient installées. Et là, les résultats m'ont plus surpris, je dois dire, pour les installations de renouvellement d'air pièce par pièce. C'est quand même encore aussi 56% des installations qui ne respectaient pas le débit d'air minimum, même après qu'ils aient été nettoyés. Et là, la différence est vraiment crasse entre l'état avant et après nettoyage. C'est 30% de décalage qu'on a dans les débits d'air qui ont été mesurés. Un autre point que cette étude a analysé, c'est en l'occurrence la question de l'équilibrage des débits d'air, parce que ça a une influence, on le verra, sur le rendement aussi de la récupération de chaleur. Et en l'occurrence ici, tout ce que vous retrouvez en dessus de la ligne rouge, c'est une quantité d'air frais excédentaire, et tout ce qu'on retrouve en bas de cette ligne rouge, c'est qu'on extrait plus d'air qu'on en amène dans l'appartement. D'abord, pour les systèmes de ventilation d'aération douce, on voit ici que l'ampleur moyenne du déséquilibre est d'environ 12% et que la tendance, c'est plutôt d'avoir un déséquilibre dans le sens d'une surpression à l'intérieur du bâtiment, donc plus d'air frais qui est amené que d'air qu'on extrait. La situation est différente pour les systèmes de renouvellement d'air pièce par pièce. Et là, en l'occurrence, on constate qu'on a plutôt tendance à fonctionner en dépression, que l'ampleur moyenne du déséquilibre est environ de 42%, donc on extrait 42% plus d'air que ce qu'on en amène. Cet écart est quand même réduit après que les installations aient été nettoyées à environ 21%. Et là, il y a vraiment un truc intéressant aussi à analyser au niveau de ce genre de système. Évidemment, pour ce qui concerne les installations de renouvellement d'air avec bouche d'entrée d'air neuf, ce n'est pas pertinent d'analyser cet équilibre du débit, puisque le principe de fonctionnement veut que justement l'appartement en question soit en dépression pour amener de l'air frais à travers ces bouches d'entrée d'air neuf. Et on retrouve dans ce tableau maintenant une synthèse finalement des résultats qui ont été constatés au niveau de nos 3 systèmes de ventilation. D'abord avec le débit d'air dans les pièces avec air pulsé, respectivement avec bouche d'entrée d'air neuf à l'état propre. D'abord la valeur moyenne et puis ensuite l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur qu'on a mesurée. Ici, idéalement, on vise à chaque fois un 30 mètres cubes par heure.
Ce qu'on a constaté en moyenne sur les systèmes d'aération douce, c'est qu'on était plutôt à 35. Comme je l'ai dit avant, c'est une tendance plutôt au surdimensionnement dans ces cas-là. C'est le contraire pour les systèmes d'évacuation d'air, d'extraction d'air. Et pour les appareils de ventilation local par local, c'est assez logique. C'est là qu'on est le plus proche des 30 mètres cubes heure qu'on vise. On voit par contre au niveau des écarts qu'on peut avoir que c'est vraiment dans le système de ventilation pièce par pièce qu'on a les écarts les plus grands entre la valeur minimale et maximale qui a été constatée. Autant on peut arriver le plus juste possible sur le débit qu'on vise, autant c'est visiblement important de s'intéresser à la bonne mise en service de ces installations pour qu'on arrive au résultat escompté. Et puis pour les systèmes d'aération douce, c'est là que l'écart entre le minimum et le maximum a été le plus petit. Ensuite, un point intéressant à analyser, c'est le rapport entre le débit d'air à l'état initial et le débit d'air à l'état propre. C'est le sujet que je vous ai présenté en détail sur le slide d'avant, en l'occurrence pour les pièces avec de l'air pulsé ou avec des bouches d'entrée d'air neuf. Idéalement, le but, c'est d'arriver à 100%. On amène autant d'air frais qu'on en extrait. Et l'idéal n'étant pas atteignable, on essaye de se rapprocher évidemment de cette valeur. Pour les systèmes d'aération douce, on arrivait à un équilibrage environ de 94%, de 83% pour les systèmes d'extraction d'air et de 70% pour les appareils de ventilation pièce par pièce. Et c'est intéressant aussi ici d'analyser un peu les écarts qu'il y a entre le minimum et le maximum constaté pour voir qu'en fait, on a tendance plutôt à être dans le milieu de la fourchette avec les systèmes d'aération douce, alors que pour les systèmes de ventilation pièce par pièce, on est plutôt dans le haut de la fourchette. Il n'y a que quelques installations qui étaient vraiment sous-dimensionnées à ce niveau-là. Ça corrobore, ou déséquilibré, pardon, à ce niveau-là. Ça corrobore le fait qu'on arrive vraiment à bien régler ces installations pour avoir le débit qu'on vise. Et puis au niveau des systèmes d'évacuation par dépression, j'étais étonné honnêtement de ce résultat. Je penserais qu'il serait pire que le système de ventilation pièce par pièce, mais visiblement, en moyenne, on arrive à quelque chose d'assez intéressant avec ces systèmes d'extraction d'air en termes d'équilibrage des débits en tout cas. Justement, ça c'est le prochain sujet qui est analysé ici en détail avec à chaque fois aussi l'écart de performance entre le minimum et le maximum. Et là, évidemment, le système qui performe le mieux, c'est le système d'aération douce, suivi du système de ventilation pièce par pièce et ensuite le système d'extraction d'air par dépression. Avec ici un écart qui m'a surpris aussi, le plus grand sur les appareils de ventilation qui corrobore de nouveau cette nécessité de s'intéresser à son bon fonctionnement. C'est probablement aussi le genre d'appareil sur lequel l'utilisateur peut intervenir le plus facilement et dérégler justement la machine en question. Et on a fait encore une différence ici entre le déséquilibre qu'on a trouvé à l'état propre et le déséquilibre qui a été constaté à l'état initial. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là au niveau de la ventilation de confort en moyenne, bien qu'on voie que de manière ponctuelle, l'écart peut être plus grand. L'écart, par contre, en moyenne est véritablement plus grand sur les deux autres types d'installations, que ce soit l'extraction d'air ou la ventilation pièce par pièce, où on voit que là, visiblement, l'entretien des appareils a vraiment un très grand effet et c'est vraiment un point très important à prendre en compte quand on veut recourir à ce genre d'installation. Et c'est notamment un des points que je releverai aussi dans les conclusions auxquelles je vous propose de passer maintenant. Or, l'équilibrage des débits, je l'ai mentionné, l'enjeu en fait d'avoir des débits équilibrés entre ce qu'on amène comme air frais et ce qu'on extrait comme air, c'est principalement en lien avec la récupération de chaleur. On imagine bien que si on a un filtre ici qui est complètement bouché, donc un débit d'air frais qui est réduit à cause de ça, on n'arrivera pas à récupérer autant de chaleur de l'air qu'on extrait que si l'appareil fonctionnait comme il faut.
Et là, on a retrouvé en fait un graphique qui permet de quantifier l'effet de cet encrassement sur le rendement de la récupération de chaleur. Et en l'occurrence, par exemple, pour les appareils de ventilation pièce par pièce à l'état initial, on a, je l'ai dit avant, on a constaté en moyenne ici un déséquilibre qui était de l'ordre de 40%, qu'on repositionne ici sur notre graphique et qui nous permet de lire, de retrouver ici quelle va être l'efficacité énergétique globale du système qui sera réduite à 55% au lieu de 80%, donc une réduction de 25%. C'est vraiment quelque chose de significatif et qu'il faut prendre en compte idéalement quand on analyse la rentabilité de ce genre d'installation. Dans la situation nettoyée, évidemment, la différence est moins grande. Là, on a une réduction de 10% de l'efficacité énergétique du système. Et pour l'aération douce, parce qu'il faut l'entretenir aussi, là, en l'occurrence, on a une réduction de 6% en moyenne par rapport au constat qu'on a fait concernant l'encrassement des installations. Donc là, vraiment, le message, c'est assurer l'entretien de ces systèmes et puis leur bon nettoyage. C'est la même chose un petit peu avec cette question ici de l'aération pièce par pièce et de l'influence du vent et de l'encrassement en particulier. L'ampleur du débit d'air sur ce genre d'installation est influencée par la pression différentielle entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Et c'est pour ça que la norme SIA 382/5 a défini différentes classes de performance concernant l'influence de la pression différentielle. En l'occurrence, elle exige une classe de performance S2. Et cette classe de performance S2 veut dire qu'avec une pression différentielle comprise entre 20 et moins 20 pascal, soit en surpression, soit en dépression, le débit d'air frais qu'on a dans la pièce en question ne doit pas varier de plus de 20% par rapport à cet état de fait. Et on le retrouve ici formulé un petit peu sur la manière d'un graphique. J'en arrive au troisième point qui concerne cette fois les installations d'air repris. En l'occurrence, on constate que la conception selon la norme SIA 382/5 est bien adaptée. On dimensionne les bouches d'entrée d'air neuf avec cette dépression de 4 pascal dans un état où les filtres sont propres. Dans le cas standard, on rajoute au niveau du débit d'air repris un 30% pour prendre en compte toutes les infiltrations que j'ai mentionnées au début. On a le cas particulier d'un bâtiment Minergie-P ou Minergie-A où l'étanchéité à l'air a été assurée par un test blower door. On peut réduire à ce moment-là les infiltrations ici à un débit de 10% au lieu de 30%. C'est notamment un des éléments qui a été présenté en ce début d'année justement et qui est formalisé dans cette nouvelle annexe D du règlement des labels. Et ce qui est important ici vraiment d'entendre, et le message important ici, c'est que la plupart du temps, avec les produits qu'on trouve actuellement sur le marché, pour s'assurer qu'on ait bien ces 30 mètres cubes par heure qu'on vise dans cette chambre, la nécessité souvent d'installer 2 bouches d'air neufs pour arriver à ce résultat. Je poursuis avec une petite synthèse qualitative sur 2 slides pour vous dire d'abord que le constat d'une manière générale, c'est que les systèmes d'aération douce étaient mieux entretenus. En comparaison avec les systèmes d'aération pièce par pièce, l'efficacité énergétique était donc également meilleure. C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer il y a 2 slides en arrière. Une nette majorité des systèmes d'aération douce examinés ont permis de corroborer une adéquation avec les exigences normatives. En l'occurrence, les débits d'air qu'on a constatés sur les systèmes d'aération douce étaient aussi ceux qui étaient exigés dans la norme. Il y avait même une légère tendance au surdimensionnement. Et ça, c'est un point auquel il faut faire attention, en l'occurrence dans ces systèmes d'aération douce, en particulier en hiver, pour éviter de l'air trop sec, de s'assurer que le système puisse fonctionner en fonction du besoin. Et c'est pour ça qu'on exige aussi maintenant, dans les standards Minergie de 2022, l'obligation de prévoir une régulation unité d'utilisation par unité d'utilisation pour éviter ce problème d'air trop sec en hiver. Pour les systèmes d'air repris et d'aération pièce
par pièce qu'on a examiné, les débits d'air exigés par la norme n'ont pas été atteints dans la majorité des cas. Vous l'avez vu de manière quantifiable sur les graphiques précédents. Et là, notre analyse, disons, tendrait à établir que c'est souvent dû à un sous-dimensionnement et que les réductions, on l'a vu, sont parfois importantes parce que les installations sont simplement mal entretenues et en l'occurrence c'est compréhensible puisque ce sont des installations décentralisées, soit il faudrait avoir un concierge ou un professionnel qui s'occupe régulièrement d'aller assurer cet entretien, soit il faut engager les utilisateurs et ça c'est vraiment quelque chose de plus compliqué. C'est pour ça que justement au niveau de ces bouches d'entrée d'air neuf, il y a vraiment la nécessité d'assurer des changements de filtres, idéalement par rapport à l'état des filtres qui ont été constatés dans cette étude, d'assurer que 2 à 4 fois par an les filtres soient changés, évidemment en fonction de la qualité de l'air extérieur. À ne pas oublier que dans les nouvelles exigences concernant ces installations d'extraction d'air, il y a aussi toute une série d'exigences concernant le niveau de nuisances sonores qu'il faut respecter. En l'occurrence, en milieu urbain, il faut installer des amortisseurs de bruit aussi sur ces bouches d'entrée d'air neuf. Ça ne fait d'un côté que de complexifier le système, mais de l'autre côté, ça assure aussi un confort de niveau Minergie à l'acheteur ou au locataire de l'appartement concerné. J'en viens en conclusion, pour commencer par une conclusion très générale, juste pour vous dire que lorsqu'on compare des systèmes de ventilation, les coûts, l'efficacité énergétique, le confort, le bruit et l'entretien doivent être évalués sur l'ensemble du cycle de vie. C'est un message qu'on martèle aussi pour la construction durable au sens plus large, mais c'est aussi vrai justement pour les installations de ventilation, de s'assurer qu'on prend vraiment en compte tous les paramètres. Et je sais qu'en Suisse romande, justement, il y a une tendance au développement un peu plus important de ces systèmes d'extraction d'air avec bouche d'entrée d'air neuf. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de vous sensibiliser aux résultats de cette étude. Malgré tout, quand on regarde les statistiques au niveau Minergie, visiblement la plupart d'entre vous font ce genre de réflexion. Ici, on a une statistique en fait du type de système de ventilation qui sont utilisés dans les bâtiments résidentiels sur 4 années, de 2017 à 2021. Et on voit qu'effectivement, la plupart des gens sont arrivés à la conclusion que le système d'aération douce était le plus pertinent. Il y en a quelques-uns, c'est vraiment isolé, qui font de l'aération pièce par pièce ou de la ventilation automatisée par la fenêtre, plus des systèmes d'aération douce avec une récupération de chaleur décentralisée via une pompe à chaleur. Sinon, ce qu'on retrouve un peu justement, c'est ces fameuses installations d'air repris d'un ordre de grandeur de 6%. J'aurais bien voulu vous présenter aussi aujourd'hui les résultats spécifiques à la Suisse romande. J'étais curieux de savoir s'il y avait une différence entre la statistique nationale et la statistique suisse romande. Malheureusement, pour l'instant, notre système ne nous permet pas d'évaluer ce paramètre. Je vais voir si d'ici à ce qu'on vous envoie la présentation, on arrive peut-être à le faire manuellement. Mais bon, sur 50 000 bâtiments, c'est que ce serait quand même un gros travail à faire, peut-être avec une utilité qui serait marginale. Donc voilà un peu en synthèse ce qu'il en est. Si vous vouliez en savoir plus, je vous recommande absolument la norme SIA 382/5, dans laquelle Heiri Huber, qui a élaboré aussi ce manuel d'accompagnement de la planification de l'exécution et de l'exploitation d'installations de ventilation, a fait partie. Malheureusement, cet ouvrage-ci est disponible qu'en allemand, comparé à cet ouvrage ici, qui est une synthèse en fait des différents systèmes de ventilation, de la manière de les exploiter efficacement, qui est à votre disposition pour download sur notre site internet. Et je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour des questions. Monsieur Flumet qui demande, du coup, le meilleur système serait la ventilation douce. Objectivement, quand on regarde les résultats de cette étude, c'est effectivement la conclusion, on va dire, de prime abord, sachant justement que ce système est relativement difficile à déployer dans les bâtiments existants. Ça, je pense que c'est vraiment le principal bémol de ce genre de système. Et disons, la raison principale pour laquelle
on aurait meilleur temps de recourir à autre chose. Et l'autre frein, évidemment, à ce genre de système, c'est le coût. Le coût est plus élevé que les systèmes de renouvellement d'air par extraction et bouche d'entrée d'air neuf, ce qui fait justement leur succès. Mais je pense que si on analyse tous les paramètres, justement, en termes de cycle de vie, en particulier la question de l'entretien, l'aération douce a vraiment un avantage indéniable. Peut-être une question pour les entrées d'air qui ont été mesurées. Est-ce Mhm. qu'elles étaient toutes équipées de filtres ou bien il y avait une mixité des types d'entrées d'air ou certaines avec des grilles anti-insectes ou est-ce qu'il faut qu'on regarde dans le rapport pour voir Non, l'ensemble? alors là, systématiquement équipé avec des filtres. En réalité, ça a toujours été une exigence. Elle n'était pas aussi explicite qu'elle l'est aujourd'hui maintenant dans cette annexe D, justement, du règlement des labels. Et bah, visiblement, en Suisse allemande, en tout cas, les installations qu'ils ont trouvées étaient toujours équipées de filtres, pas seulement de la grille anti-moustique. Et leur recommandation à la fin, c'est de dire justement on change 2 à 4 fois le filtre par année et comment on dit ça, la grille par moustique, enfin bref, 1 à 2 fois par an. Là, je vois Il y a encore une d'autres question. questions, ouais. Quelle est la complexité de nettoyage de chaque système? Ben là, je dirais, sur le principe, c'est la même chose partout. C'est en particulier les filtres d'entrée d'air neuf et le filtre d'air extrait s'il y en a un avant le récupérateur de chaleur. En général, c'est toujours le cas pour s'assurer que le récupérateur ne s'encrasse pas. Et l'avantage de nouveau là de l'aération douce, ben, c'est qu'en fait, on peut assurer l'entretien de manière centralisée. C'est en général réalisé par le professionnel en charge de l'exploitation du bâtiment. Tandis que dans les systèmes décentralisés, bah, il faut soit activer les locataires ou les propriétaires pour qu'ils entretiennent comme il faut leur installation, soit avoir un professionnel qui passe. Et là, ça devient franchement compliqué parce qu'il faut s'imaginer que les gens ne sont pas forcément à la maison. Il faut prendre rendez-vous pour qu'ils puissent avoir accès à l'appartement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi clairement un avantage au système d'aération douce. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, le nettoyage des systèmes double flux dans cette étude comprenait uniquement les filtres ou également les gaines? Alors non, effectivement, uniquement les filtres. À ce sujet-là, je crois qu'il y a un passage dans l'étude qui fait état du fait que l'air pulsé dans l'appartement finalement a été filtré à son entrée, donc les gaines de pulsion en principe sont relativement propres. Et puis les gaines d'extraction, par contre, effectivement, ça je crois que c'est une autre étude où ils sont allés constater l'état de l'hygiène dans les installations de ventilation. Et là, effectivement, dans tout ce qui est conduite d'extraction d'air, c'est vraiment dégueulasse en bon français, mais c'est pas vraiment problématique non plus parce que même dans le cas d'une aération douce, il y a ce filtre qui est prévu à l'entrée de l'échangeur de chaleur pour éviter qu'il s'encrasse et finalement après l'air est évacué du bâtiment et c'est un réseau de gaines qui est tout le temps en dépression, donc pas de risque non plus qu'il y ait de la saleté qui s'accumulerait là-dedans, qui aille dans l'air de la pièce. Alors, on a une question. Jean-Luc Duvet qui nous Ouais. dit il faut vraiment. Vas-y Marion, excuse. Il faut vraiment examiner l'état des filtres pour définir la périodicité adéquate. Par exemple, je connais un cas où une année suffit Ok. BAN. Donc, je ne sais pas si c'est une question ou plutôt une affirmation. Oh, ça c'est effectivement clair. Ouais, c'est vraiment dépendant de la situation et de la qualité de l'air qu'on a sur place. Effectivement, ça sert à rien de changer des filtres qui sont propres. Alors complètement d'accord. Autant du point de vue économique qu'écologique. Merci à tous Parfait. toutes et tous de votre attention et la présentation vous parviendra par email. Donc, d'où l'importance de me dire qui était là ou pas. Et puis, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Minergie est à la mode maintenant, donc dans quelques jours, voire la semaine prochaine ou celle d'après, le temps de la publier.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous libérons et vous remercions d'avoir participé à ce savoir-faire actuel. Et puis, bel été à tout le monde. Merci à tous. Bon appétit ou bon après-midi en fonction du programme que vous avez. Et puis, comme dit Marion, effectivement, bel été, profitez bien.